85, Pasteur invente le vaccin contre la rage. On pourrait penser qu'il devient un héros national, et il devient un héros national et même international, mais il est quand même haï. Il est haï, et une partie quand même des oppositions à la vaccination à ce moment-là sont des oppositions antipastoriennes. Il était un personnage particulier, donc c'était une cible politique, il était très catholique, il n'était pas médecin, on l'a accusé d'être une sorte de chimiste financier. Oui, c'est ça pour l'argent, c'est ça. Oui, c'est la cupidité. Il était accusé de faire ça pour l'argent, d'être intéressé. Et également, il avait contre lui les ligues vivisectionnistes qui étaient très actives à l'époque. Et en 1888, quand on inaugure l'Institut Pasteur, on dénonce à l'époque une usine à virus destinée à fabriquer des maladies pour vendre des vaccins à prix d'or. C'est exactement le complotisme qu'on entend aujourd'hui à propos du vaccin anti-Covid. Exactement, d'autant qu'en effet, une partie une des composantes du complot qui nous dit que cette nouvelle maladie était évidemment inventée par l'homme, aurait été même inventée à l'Institut Pasteur. Oui. Donc on se retrouve avec l'usine Rabic transformée en usine à coronavirus, en effet. Et ça va être pareil dans les colonies. On va vacciner les populations indigènes en Afrique et on accuse ceux qui les vaccinent de vouloir les stériliser. Là aussi, ça reprend ce qu'on entend aujourd'hui chez les complotistes. Oui, le moment colonial, en effet, a durablement marqué les esprits localement et sans doute plus largement. Le vaccin était une sorte d'outil du complot colonial, finalement. Ça peut se comprendre aussi d'un plan symbolique, parce que la vaccination variolique, qui a pendant longtemps été la seule, laissait une grosse marque sur la peau. Et donc, elle était parfois ressentie comme la marque de l'asservissement, en fait. Voire, finalement, le moyen du colonisateur de stériliser et d'arriver à ce qu'on a lu quelquefois, l'extinction de la race arabe, comme il a pu être dit en Algérie lors de nos campagnes de vaccination variolique. Et ce soupçon de stérilisation, d'ailleurs, est paradoxalement, étonnamment, et continue, particulièrement en Afrique. Et une revue comme Nexus, assez récemment, a relayé cette rumeur que le vaccin antitétanique serait un vaccin stérilisant. On fait une pause, Françoise Salvadori, on se retrouve juste après. Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Tadei. Nous sommes toujours avec François Salvadori, l'auteur d'Antivax, une histoire de la résistance au vaccin, paru aux éditions Vendémiaire. François Salvadori, comment se fait-il que dans un pays comme la France, aujourd'hui en 2020, un pays qui n'a jamais connu de scandale sanitaire lié au vaccin, un pays qui est recordman de la consommation de médicaments, comment se fait-il que la moitié des Français n'aient plus confiance dans les vaccins ? Alors la question est vraiment complexe et la question mérite d'être posée parce que on risque de se heurter quand même à cette opposition. Enfin, plus qu'une opposition, il faut essayer de mesurer le degré de cette opposition parce qu'il y a des craintes, il y a des craintes légitimes, il y a des soupçons et puis il y a aussi des positions qui sont du domaine du complotisme. Mais les craintes sont légitimes. Les craintes sont légitimes parce que le vaccin est complètement nouveau. Parce qu'on a l'impression qu'il a été fait rapidement, et donc vite fait, mal fait, ce qui est sans doute en partie faux, parce que les procédures habituelles sont respectées. On a des essais de phase 1, de phase 2, de phase 3, quelque chose d'assez normal. Accéléré, certes, mais qui va porter sur quand même des dizaines de milliers de personnes. Donc les craintes sont légitimes. Les soupçons, comme on l'a dit tout à l'heure, sont liés intrinsèquement à la vaccination. On a toujours soupçonné les vaccinateurs de nous empoisonner, on a soupçonné les gouvernements de nous mentir sur ce point-là, en santé en général et sur les vaccins en particulier, de nous abuser, et on a toujours pensé aussi qu'on nous volait, puisque le chimiste financier existe depuis Pasteur. Mais par exemple aux États-Unis, parce que je crois que ça vient des États-Unis, d'où vient l'idée que le vaccin contre la rubéole, la rougeole et les oreillons provoquait l'autisme, par exemple? Alors ça vient plutôt d'Angleterre. Un médecin anglais, Wakefield, a fait paraître en 1998 dans un journal tout à fait respectable qui s'appelle le Lancet un article disant, alors avec une certaine prudence parce qu'il a voulu évidemment que ce papier soit accepté, que le vaccin contre la rougeole sous sa forme combinée, c'est-à-dire le ROR, rougeole, oreillon, rubéole,
était la cause d'autisme. En fait, cet article, on l'a su bien après, et cet article a été rétracté, ce qui est quand même assez exceptionnel dans le monde de la publication scientifique. Et cet article était basé sur des données falsifiées. Ce médecin avait été payé très très cher par un avocat de parents d'enfants autistes qui cherchait à montrer, et en fait il a été payé pour montrer ce lien. Et l'idée qu'un futur vaccin contre le Covid avait pour but de nous insérer une puce pour nous contrôler ou pour réduire la population mondiale de 7 milliards à 500 millions, on est arrivé à le tracer, ça? On sait d'où ça vient? Il y a cette idée de marquage, peut-être que j'avais dit tout à l'heure, comme je l'avais évoqué tout à l'heure, symboliquement par la vaccination, donc il est possible que cette idée soit restée un petit peu dans les esprits. Ensuite, peut-être le premier avatar, en tout cas sur Internet, de ce complot mondial qui va tous nous éliminer, on l'a trouvé sous la forme d'un diaporama en 2009 qui s'appelait « Le vaccin de la peur ». Donc face à l'épidémie de grippe 1 H1N1, des auteurs anonymes ont posté un diaporama assez maladroit. Évidemment, on n'est pas du tout dans la qualité du film dont tout le monde parle actuellement. Ce diaporama, en fait, dénonçait tout un complot disant qu'un nouvel agent pathogène avait été découvert, donc comme cette année, ce virus aurait été fabriqué. Dans ce virus, finalement, face à ce virus, on aurait vacciné les gens avec un vaccin qui aurait rapporté beaucoup d'argent au laboratoire Baxter à l'époque, je ne sais pas pourquoi. Et finalement, dans ce vaccin, était caché un autre virus qui, là, allait tuer la population mondiale et obliger à vacciner le monde entier. Et finalement, la conclusion était que les gouvernements étaient dissous et que l'OMS prenait le gouvernement mondial. D'accord. Prenait la tête d'un gouvernement mondial. Et l'OMS, en fait, fait partie c'est une des organisations à abattre, oui, avec un homme qui est Bill Clinton. Pardon, qui est Bill Gates. Bill Gates, oui, non, toujours Bill Gates. En 2018, on s'en souvient, Agnès Buzyn, qui était ministre de la Santé, avait rendu obligatoire pour les enfants 11 vaccins. Elle avait été accusée à l'époque de collusion avec l'industrie pharmaceutique. Pour vous, c'est une date importante, hein, ça? Oui, parce que ça nous met dans une situation assez exceptionnelle. Très très peu de pays dans le monde ont une vaccination obligatoire de façon nationale, en fait, par une loi. Les Italiens ont pris la même décision à peu près au même moment, mais finalement c'est très 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 étonnant à cette période où on était passé finalement au fur et à mesure des années d'un régime très contraignant inventé par les Anglais au XIXe siècle. Nous, on avait rendu obligatoire la vaccination variolique en 1902 en France, puis dans les années 50-60 plusieurs autres vaccins. Mais on avait un régime assez étrange avec cohabitation d'obligations et de recommandations, quelque chose qui était illisible finalement pour les parents et qui a été condamné par le Conseil d'État. Ce qui fait que les autorités ministérielles ont été obligées de prendre une décision. Soit tout était recommandé, soit tout était obligatoire. Et c'est la contrainte qui a été choisie parce que plusieurs sondages montraient cette crainte des parents et cette crainte et ce risque finalement que la couverture vaccinale soit insuffisante. Au fond, je l'ai dit, on est le pays qui consomme le plus de médicaments et on est aussi le pays qui a le plus grand nombre, en tout cas dans les pays développés, d'anti-vaccins. Au fond, le problème du vaccin, c'est que c'est le seul médicament que l'État veut imposer à chacun, parce que l'enjeu est collectif. L'enjeu est collectif pour la plupart des vaccins, oui. Il faut admettre, et c'est bien justement toute la difficulté du raisonnement face à cette vaccination, qui est peut-être comme une assurance qu'on prendrait. La décision est difficile à prendre parce que la protection n'est jamais ressentie au niveau individuel. Vous ne saurez jamais si le vaccin qu'on vous a injecté a été efficace pour vous, puisque vous ne savez pas si vous auriez eu la maladie. C'est difficile aussi parce que finalement on a peur d'un effet immédiat, qui en effet va être peut-être bénin, mais peut-être un petit peu plus grave dans les jours qui viennent, alors que le risque de la maladie nous apparaît toujours comme très hypothétique, très éloigné de nous. C'est souvent les autres et c'est souvent très loin de vous, cette maladie, à la fois dans le temps et l'espace. Merci Françoise Salvadori. Je rappelle que vous êtes l'auteur avec Laurent-Henri Vigneault d'Antivax, une histoire de la résistance au vaccin du XVIIIe siècle à nos jours. C'était paru l'année dernière aux éditions Vendémiaire.